On est en live. Bonjour à tous, bonjour Arnaud, Salut, comment tu salut vas? Marcel. Très bien. On fait semblant de pas se parler juste avant, mais on s'est parlé bien, bien entendu. Salut Xbox, salut Rémi, salut Jenny, salut Barbara, salut Monsieur la Fripouille, salut Tib, salut Juliette, salut Steven, salut Hotstyle, salut Bambi, salut Alexandra, salut Nico, salut Julien, salut Coréus. Salut à tous, bienvenue. Et pour une fois, je vous dis pas en plus de venir sur Chrome, parce que maintenant vous avez tous l'application Twitch où vous pouvez aller directement avec n'importe quel navigateur où vous avez directement l'application. Hello Violette, comment est-ce que vous allez? Bon alors Arnaud, comment ça va? Pas trop stressé? Pas trop stressé, non? Enfin, plus par la situation du monde et de la France que, Ouais, j'imagine. que par le webinaire, oui, vous. Au moins ça nous permet de nous sortir un petit peu de ce contexte qui peut être un peu compliqué. Et, Oui, j'espère. d'ailleurs comme vous le voyez, on est à distance, hein, forcément. Vous retrouvez mon décor des anciens webinars et Arnaud n'est pas chez moi là-dessus. Au moins on vous rassure. Salut Sacrépi, salut Nuan, comment est-ce que vous allez? On va commencer d'ici 3 minutes à 35 comme avant, même si avant on prenait l'excuse pour que vous puissiez changer de navigateur. Là au moins comme ça permettra à tout le monde de venir sur le live. D'ailleurs l'after produit sera à distance. L'after produit sera à distance. D'ailleurs on y travaille assez fortement en interne pour faire toutes les scènes et qu'on garde cette qualité qu'on a pu avoir sur cette première édition. Voilà Arnaud, du coup tu vas nous parler un petit peu de Betagouv, ça va être intéressant. Je pense que tu vas apporter pas mal de petites réponses à des personnes qui ne connaissent pas Betagouv. Bah d'ailleurs si tu veux présenter rapidement Betagouv avant de commencer le webinar, n'hésite pas. Ouais, bah, enfin, c'est un peu en même temps l'objet. Mais ouais, Betagouv, on peut le décrire de plein de manières, mais c'est surtout une communauté, en fait, de 400 personnes qui sont dans différents ministères et administrations, ou même dans des mairies, des collectivités, et qui partagent un manifeste sur une manière de développer des produits numériques dans l'administration. Et je fais Euh, partie de cette communauté. Tu as bon, enfin on va y répondre, on y répondra à Steven, mais non, ce n'est pas Betagouv qui a sorti l'app Stop Covid. Ah, ouais, heureusement, voilà, sinon j'aurais peut-être pas osé montrer ma tête aujourd'hui. Alors, Là tu aurais eu des cibles sur le front potentiellement mais et oui. elle fonctionne pas mal, hein. Moi, j'ai téléchargé l'appli, bon, historiquement, et puis j'ai eu la mise à jour. Il Enfin, y entre a, ça, il y a la nouvelle entre appli, non? ça C'est et ça qui est écrire son sorti? nom et son prénom et son numéro de téléphone sur des calepins dans les restaurants, je trouvais Complètement. ça quand même plus pratique. Mais non, ce Celle, n'est pas Betamaove qui a développé cette application. euh, Coréus qui dit qu'il y a 5 millions de downloads à date. D'ailleurs, il y a la nouvelle application non, qui est sortie. C'est tous non Covid ou je sais plus. Je me Alors, rappelle. à ma connaissance, elle s'appelle Tous Anti-Covid, Tous anti-Covid, voilà. Excuse-moi. et c'est une nouvelle version de l'application historique. Ok. Sinon, salut Grégoire. Top. Ralala Marcel. Bah écoutez, on va commencer ce nouveau webinar. Merci déjà Arnaud de ta participation parce que je sais que tu interviens pas non plus dans tous les webinars possibles et inimaginables. Donc merci infiniment parce que je pense qu'il y a pas mal de zones d'ombre justement sur tout ce que peut faire le gouvernement et en l'occurrence Betagouv et ça va être vraiment intéressant d'apporter un petit peu de lumière sur ce que vous faites. Et donc n'hésitez pas à poser des questions durant l'ensemble du live, on y répondra justement après. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Betagouv avant ce webinar. Et je laisse Arnaud commencer. Merci Marcel, et merci à tous pour l'invitation. Je suis heureux de passer un petit moment avec vous. Du coup, je crois on m'a demandé de vous raconter un peu du coup Betagouv. J'espère que du coup vous y trouverez de l'intérêt, et très rapidement, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Alors moi, vous posez peut-être la question de savoir qui je suis. Moi, je suis agent public. C'est-à-dire que j'ai un contrat avec l'administration de 3 ans, et je travaille pour la direction interministérielle du numérique. C'est la DINUM. Donc je suis avenue de Ségur, incidemment dans le même immeuble où se font les conférences de presse Covid, ce qui nous permet de rester ouverts. Et mon job, c'est de convaincre les administrations, les collectivités locales, les ministères et tous les services publics de développer des services numériques autrement. Alors autrement, ça veut dire quoi? En fait, il faut remonter à il y a 5 ans.
le point de départ de BetaGouv et des startups d'État, c'est un point de départ un peu pessimiste. C'est l'incapacité finalement de l'État à coller aux besoins des usagers et sa manière de conduire des projets informatiques en mode projet justement et pas en mode produit, et souvent de manière inadaptée et coûteuse, avec quelques exemples funestes. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être de mots-clés comme Louvois, le logiciel de paye de l'armée, etc. Mais certains finissent aussi dans le canard enchaîné. Et du coup, cette incapacité de l'État à conduire des projets informatiques, elle est un peu au fondement et à la genèse de BetaGouv il y a 5 ans. L'idée, c'était finalement qu'ont eu à l'époque 2-3 personnes qui étaient dans les locaux où je suis aujourd'hui, de s'inspirer des méthodes des startups, c'est-à-dire de lancer vite et à peu de frais pour voir s'il y avait vraiment un usage sur ces services numériques et ensuite de les améliorer en continu. Et surtout, et plus important peut-être, c'était de se donner un objectif de résultat plus que de moyens, dans une culture administrative et bureaucratique qui est très centrée sur les moyens. Et ainsi de pouvoir pivoter. C'est pour ça qu'on s'est appelé très vite Startup d'État et de territoire, même si le nom porte un petit peu à confusion. Et on nous confond souvent maintenant avec la Startup Nation. Mais BetaGouv a pas mal d'ancienneté, puisque ça fait maintenant 5 ans que les startups d'État existent. Alors, qui sommes-nous? Alors, normalement, vous voyez mon écran. Donc, au lieu de vous faire une présentation des slides, j'étais un peu paresseux. Je vais vous proposer plutôt une balade sur le site de BetaGouv, parce que toute l'info y est, et de manière plus à jour que les slides que je pourrais vous donner. Donc, je vais vous proposer une balade un petit peu sur le site de BetaGouv pour vous raconter un peu qui on est, ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, qui on est, je vais aller sur l'onglet Communauté, qui sera plus parlant encore une fois qu'un slide. Alors, la communauté BetaGouv, c'est aujourd'hui à peu près 400 personnes qui, je le disais, peuvent travailler dans des agglomérations, dans des administrations centrales à Paris ou ailleurs, dans des ministères, et qui développent ensemble, sous forme de petites équipes produits, des services numériques. Alors, dans ces équipes, vous avez quelques agents publics. Donc, c'est nos intrapreneurs, c'est des personnes qui viennent du terrain, qui portent avec elles un problème de politique publique et un problème usager. On va en voir quelques exemples. Et puis, autour d'elles, en fait, on a essentiellement des indépendants, des freelances, des développeurs, des designers, quelquefois aussi des product managers, qui vont aider cet intrapreneur à aller au bout de son produit et, pour ceux qui réussissent, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le passer à l'échelle et mesurer son impact. Ce qui est intéressant, alors je vous invite à vous balader si vous voulez en savoir plus sur qui fait partie de cette communauté. On a tous notre petite, alors pas tous, mais pour certains, on a notre tête et au moins nos noms sur cette page-là. Il y a un job déjà qui est un petit peu bizarre dans l'administration, c'est le job de chargé de déploiement ou business developer. Normalement, typiquement, ça n'existe pas dans la conduite de projets informatiques de l'État. On pense jamais à l'idée que aller trouver des utilisateurs, les écouter, vérifier qu'on crée de la valeur pour eux, ça mérite un job et ça s'appelle business developer. Et nous, dans les startups d'État, on en fait un job clé, au même titre que les informaticiens, les développeurs et les designers. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup ici dans cette communauté de chargés de déploiement et autrement appelé business developer. C'est l'idée finalement que s'assurer qu'un service est utilisé est aussi important que le mettre en ligne. Et ça a l'air de rien quand je le dis comme ça, mais je vous assure que dans un contexte d'administration un peu bureaucratique, c'est déjà un début de révolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Maintenant que je vous ai dit un petit peu qui on était, je vais aller sur l'onglet réalisation où on recense en fait l'ensemble des produits sur lesquels on travaille. Et quand je dis on, encore une fois, je parle au nom de cette communauté de 400 personnes qui développent, mais de manière très autonome et par petites équipes, des services numériques qui résolvent chacun un problème de politique publique. Alors, vous voyez donc ici la liste des startups. On les organise finalement selon les phases. C'est un programme d'incubation assez classique. Vous retrouverez d'abord les réalisations, les services à impact national disponibles pour tous. C'est ce dont on est le plus fier, puisque ce sont des services qui ont montré un impact significatif à très grande échelle. Donc, on commence par eux. Mais vous avez aussi des startups qui sont en phase de transfert, c'est-à-dire qui sont en train de réintégrer leur administration de départ parce qu'elles ont montré de l'impact. Des startups en accélération, c'est-à-dire qui sont en train de passer à l'échelle. Si je vais en dessous, en construction. Et puis, petit à petit, on remonte comme ça à la chaîne du programme. Et le programme, il commence par une phase très importante qui s'appelle l'investigation. J'y arrive. Tac. Et l'investigation, c'est 8 à 9 semaines, donc c'est à peu près 2 mois, pendant lesquels l'agent public, l'intrapreneur, pose le crayon, ne développe rien, mais va vraiment essayer de valider le problème de terrain, s'assurer qu'il n'est pas en train de poursuivre un problème qui n'existe pas,
et déjà définir un indicateur d'impact. Et à l'issue de ces 2 mois, on fait un premier comité d'investissement où on se dit, bah oui, ça vaut effectivement le coup de développer un service numérique. Et la valeur de Betagouv, paradoxalement, c'est souvent de dire, il faut rien développer. C'est des coûts évités pour l'administration de grands projets informatiques qui finalement n'auraient pas tellement résolu de problèmes de politique publique. Et c'est pour ça que cette phase d'investigation, elle est si importante. Et je vous disais ça en vous montrant la phase de construction, donc ce n'était pas très cohérent. Voilà. Il y a en ce moment, par exemple, à l'heure où on se parle, à peu près 17 problèmes qui sont investigués par différentes administrations. Alors, pour vous montrer quelques exemples, on a des produits, des startups d'État qui, je dirais, simplifient la vie des usagers. Et on en a d'autres qui, on pourrait dire plus ambitieuses, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui ne font pas que dématérialiser, simplifier, mais qui créent et proposent de nouvelles politiques publiques. Alors, du côté de la simplification de la vie des usagers, je peux vous montrer, par exemple, l'API particulier. Tac. L'API particulier, comme son nom l'indique, c'est un flux de données, c'est une API. Ça n'est pas un service numérique au sens d'une interface. Mais ça traite un véritable irritant qui est celui de devoir redonner à l'administration en permanence les informations qu'on a déjà données à un autre guichet. Donc, par exemple, je veux inscrire mon enfant à la cantine. On me demande de remplir un formulaire de 3 pages avec des informations que j'ai déjà fournies à l'administration plusieurs fois cette année. Eh bien, grâce à l'API particulier, on va pouvoir récupérer, par exemple, directement mon quotient familial et on évitera de me le redemander ou de me demander un justificatif. Donc, API particulier, l'air de rien, c'est une startup qui est passée à l'échelle maintenant et qui permet d'économiser chaque année en fait, des millions de pièces justificatives et donc des efforts pour les parents qui inscrivent leurs enfants à la cantine, mais en fait, finalement, pour tous les administrés qui sont en contact avec un site public. C'est évidemment une logique qu'on aime beaucoup chez Betagouv, la logique d'API, puisque ça nous permet de créer de la valeur dans des services numériques et des sites internet déjà existants, au lieu d'en recréer à côté. Je vous le disais, on a une autre catégorie de startups qui inventent des nouvelles politiques publiques. Alors prenez Pôle emploi par exemple. Pôle emploi, c'est un exemple intéressant parce qu'ils ont été un des premiers en fait à rejoindre cette communauté Betagouv et à lancer cette démarche de startup d'État. Eh bien, chez Pôle emploi, on s'est rendu compte que près de la moitié du marché du travail, en fait, et des entreprises qui recrutaient sans offre d'emploi. Donc finalement, en fait, on est très habitué à avoir des job boards, des sites de recrutement, etc., avec des petites annonces, des offres. Et en réalité, la réalité du marché du travail aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises qui recrutent sans offre. Or, Pôle emploi avait investi l'essentiel de sa politique numérique sur un job board en ligne, pôle-emploi.fr. Donc là, on voit qu'il y avait un vrai angle mort de la politique publique de l'emploi et quelque chose qui n'était pas traité, qui est les candidatures spontanées et la mise en relation avec des entreprises qui n'ont pas nécessairement fait la démarche d'une offre. Et bien ça a donné La Bonne Boîte, qui est un des plus grands succès peut-être de Betagouv et de Pôle emploi. La Bonne Boîte, en fait, aide des demandeurs d'emploi ou simplement des personnes qui recherchent un emploi à s'orienter vers des entreprises qui recrutent. Donc, typiquement, alors je peux aller sur le site si vous voulez, on a aujourd'hui des millions d'utilisateurs sur La Bonne Boîte et on a mesuré que la Bonne Boîte augmentait le retour à l'emploi, l'accélérait. Et l'École d'économie de Paris est en train de mesurer si La Bonne Boîte crée de l'emploi net en France, qui serait évidemment extrêmement précieux. La logique de La Bonne Boîte, elle est simple, c'est-à-dire je veux être charcutier à Dijon, je cherche un boulot de charcutier, donc je vais chercher sur pôle emploi.fr, Indeed ou d'autres sites d'emploi, pôle emploi, charcutier dans ma région. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre, mais si je dois envoyer mon CV, il faut peut-être que je l'envoie à certaines entreprises en priorité. Des entreprises qui sont susceptibles de recruter. Donc la Bonne Boîte, en fait, on a utilisé tous les jeux de données à la disposition de l'État sur les embauches des entreprises et on en a fait un petit algorithme, pas très compliqué, mais qui nous permet assez précisément de prédire la probabilité d'une entreprise à avoir besoin de quelqu'un et à recruter dans les semaines suivantes. Donc c'est finalement La Bonne Boîte, permet de flécher des millions de candidatures spontanées vers des entreprises qui vont recruter et du coup de créer des mises en relation réussies et de permettre à des personnes de retrouver un emploi. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des nouvelles politiques publiques ou plutôt des angles morts de la politique publique qui ont été résolus grâce à des services numériques. Alors là, je vous ai donné 2 exemples du coup de startups d'État. Et je vous ai dit qu'on les faisait autrement, et j'ai même pas parlé d'agilité, mais je vous ai parlé d'autrement. Alors, c'est comment est-ce qu'on fait exactement? Donc là, je vais aller sur notre approche. Je vous invite à vous balader aussi si ça vous intéresse et si vous avez un peu de temps. Moi, je vais vous parler de notre manifeste, parce que finalement, si je reviens à cette communauté de 400 personnes, ce qui nous unit, c'est essentiellement ce manifeste et ces 3 piliers.
Et je vous propose de passer du coup un petit peu de temps à vous illustrer en quoi ces piliers sont un petit peu révolutionnaires dans l'univers administratif. Alors le premier pilier de notre manifeste, c'est de dire les besoins des utilisateurs sont prioritaires sur ceux de l'administration. Alors l'administration, vous la connaissez, hein, l'État, il contrôle, il collecte, il gère le risque. Et ça crée finalement une bureaucratie qui existe en France et dans d'autres pays, qui peut exister aussi dans d'énormes entreprises qui ont passé aussi le cap de la bureaucratie. Mais évidemment, le corollaire de ça, c'est que quelquefois, ça rend la vie infernale aux usagers. Donc, ce que permet le numérique, c'est de rendre visible finalement cette somme de frustration et d'irritants que crée la bureaucratie et d'en faire quelque chose. Et nous, dans les startups d'État, c'est très important de se dire qu'on va toujours prendre les besoins des utilisateurs avant les besoins de la bureaucratie. Alors, je vous donne un exemple concret. On a travaillé une startup d'État qui s'appelle Avril, la VAE facile. Alors, la VAE, pour certains, vous la connaissez, c'est la validation des acquis de l'expérience. Ça permet de transformer une expérience professionnelle en un diplôme d'État. Et donc, c'est un super levier pour certifier des personnes qui ne le sont pas et leur permettre de retrouver un boulot ou d'être mieux valorisées dans leur carrière. Et ben, la VAE, c'est un truc génial que la France a inventé et qu'elle a réussi à exporter d'ailleurs dans d'autres pays. Mais en revanche, historiquement, bah, l'administration l'a rendu un petit peu compliqué à activer. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une VAE de développeur ou une VAE d'assistant coiffeur, mais c'est quand même très compliqué. Il y a d'abord un formulaire qui fait 50 pages à remplir et il est tellement compliqué à remplir qu'on lui a adjoint une notice ou une Bible et il faut avoir lu la Bible de plusieurs dizaines de pages pour comprendre comment remplir le formulaire. Et quand vous avez fait ça, c'est-à-dire déjà passé plusieurs semaines à ça, vous n'avez même pas en fait commencé vraiment votre VAE, puisqu'après vous avez au total 10 étapes avant de pouvoir passer devant un jury qui va évidemment valider ou pas que vous savez faire ce que doit faire un développeur et vous délivrer le diplôme. Donc, on a un exemple où la bureaucratie a rendu compliqué l'application d'une politique publique. Et ben, la startup Avril, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit ce formulaire, on le mesure, il nous fait perdre la moitié des candidats à la VAE en France. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait et ben, on en fait que soit on supprime le formulaire, soit on le change, soit on masque sa complexité en trouvant les informations à la place des personnes pour pas qu'elles aient à le faire elles-mêmes. Et je peux vous dire que ça prend des réunions avec les administrations en charge, avec l'État, etc., avec toujours cette tension entre les besoins des usagers et ceux de l'administration qui est dans son rôle de contrôle et de collecte de l'information. Et ce qui aide, en fait, c'est vraiment le numérique, parce que le numérique rend visible, je le disais, ces files d'attente et ces abandons. On ne le sait pas, en fait, le nombre de milliers de personnes qui sont toutes seules avec leur formulaire CERFA chez elles et qui jettent l'éponge parce que finalement, s'il est trop compliqué à remplir, bah, c'est difficile de les voir et de savoir combien elles sont. Bah, quand vous êtes sur un site, vous voyez votre fenêtre de conversion et vous êtes capable d'aller voir l'administration en disant, bah là, vous voyez, on en perd un sur deux. C'est un coût sans doute pour la société qui est supérieur au petit gain du formulaire et de la collecte d'informations que vous y proposiez. Donc voilà un peu, je suis un peu long, mais c'est pour vous illustrer un petit peu ce pilier du manifeste qui nous est cher. Le deuxième pilier, c'est que l'équipe travaille sans préjuger à l'avance du résultat final et qu'elle n'est pilotée que par l'impact et la mesure de l'impact. Alors ça, concrètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cahier des charges. Ça, encore une fois, ça fait un peu bizarre, hein. Ça fait bizarre dans l'administration, mais ça doit faire bizarre aussi dans certaines boîtes privées, j'imagine. Et c'est pas très rassurant pour un donneur d'ordre ou quelqu'un qui a l'habitude d'être dans une posture de passer des commandes, de passer des mois à écrire dans un cahier des charges à quoi ressemblera un service numérique, des pages entières pour dire qu'il y aura en haut à droite un bouton rouge et que dessus il y aura marqué un mot ou un autre. Bah, nous, on dit qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on le dit évidemment sur le fondement de ce qui marche ailleurs et dans d'autres startups ou de boîtes de tech. Mais on essaie d'apporter cette culture dans l'État, de mettre de côté le cahier des charges et d'être capable finalement de pivoter et de jamais préfigurer de la solution tant qu'on n'a pas montré de l'impact. Alors, notre source de vérité sur la mesure d'impact, c'est la page statistique. Donc, chacune des startups que vous avez vues, je vais revenir ici sur le site et la liste des réalisations. Donc, chacune de ces startups, en fait, elle a un engagement, c'est d'être transparente sur son impact. Chaque équipe a un budget, et ce budget, c'est de l'argent public. Donc, on considère que n'importe quel citoyen doit pouvoir savoir la valeur qui est créée par ces services numériques, étant donné qu'ils coûtent de l'argent public. Et pour ça, on a proposé la page statistique. Donc, je vais vous en montrer, par exemple, un exemple. Alors, du coup, je vais aller sur la startup Eva. Donc Eva, c'est un exemple intéressant. Donc c'est une startup qui est financée par le ministère du Travail et qui veut détecter sous forme de jeux vidéo des situations d'illettrisme chez des personnes très éloignées de l'emploi.
Donc l'illettrisme et l'électronisme aussi, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, vous l'imaginez, et c'est très difficile quelquefois pour les travailleurs sociaux de trouver les moyens d'aborder ce sujet avec les usagers qu'ils ont en face d'eux. Eh bien, Eva leur permet de manière un peu décomplexée de trouver un moyen de détecter des situations d'illettrisme et pour la personne en face de se rendre compte qu'elle a effectivement des savoirs de base qui lui manquent et qu'il va falloir travailler dessus avant de rechercher un emploi. Donc Eva, c'est une startup d'État qui commence à montrer de l'impact. Et donc je le vois ici, les statistiques d'usage sont disponibles, donc je clique dessus pour vous montrer à quoi ressemble la page stat d'Eva. J'aime bien l'exemple d'Eva parce qu'il montre pourquoi il ne faut pas avoir de cahier des charges. C'est que Eva, en fait, a pivoté. Donc Eva s'appelait avant Compétences Pro et proposait une solution pour valider des savoirs de base et ça marchait pas. Mais ça marchait pas. Bah, pour s'en rendre compte, il faut avoir une page stat et il faut la regarder tous les matins. Et vous voyez qu'en fait, toute l'année 2020, en termes d'usage, là, j'ai les nouvelles passations par mois, bah, il se passait rien. En termes de structure active, on en avait assez peu et surtout, elle ne revenait pas. Donc, on n'avait pas de récurrence. Donc ce qui s'est passé, c'est que, fort de cette page stat et de cette mesure de l'impact, on s'est réunis avec l'équipe produit et puis avec l'administration qui nous finançait et on s'est dit, bon, bah, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on arrête, soit on pivote. Et on a pivoté du coup sur les modules de détection de l'illettrisme parce que l'équipe s'était rendu compte qu'il y avait un besoin non couvert sur l'illettrisme et qu'ils étaient dans une position produit où ils pouvaient remplir ce besoin. Et ce pivot, il a eu lieu au printemps dernier pendant le premier confinement. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on voit l'usage qui augmente, le nombre de structures actives, le nombre de structures récurrentes. Et puis quand on commence à regarder et à interroger les utilisateurs, on se rend compte que potentiellement le produit a de l'impact, puisque une passation sur deux se traduit par une mise en action avec une orientation, par exemple, vers une formation illettrisme. Donc là, on commence à se dire qu'on change un petit peu la vie des gens et du coup, ça vaut le coup de tirer le fil. Donc vous voyez, une page stat, ça a l'air de rien. Il y en a certains qui se disent, bah oui, évidemment, ils regardent leur trafic, leur usage et puis l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais c'est con, mais ça n'existe pas en fait dans l'univers public. Et par ailleurs, dans d'autres boîtes où j'ai travaillé ou travaillé des amis, on regarde souvent des indicateurs de vanité comme le trafic, mais on regarde peu finalement l'impact ou les conversions. Nous, on essaye d'en faire un petit peu un outil de pilotage. Et évidemment, si on avait dû faire Eva avec un cahier des charges, bah, la première année, on aurait écrit ce cahier des charges, on aurait mis en ligne au bout de 12 mois, et on en serait arrivé au même point que le point de départ, c'est-à-dire avoir un produit utilisé par personne, mais sauf qu'on aurait investi des millions d'euros, alors que là, en mettant en ligne très vite une version dégradée du produit, on a pu pivoter à temps. Donc voilà un exemple de page statistique. Et le dernier pilier du manifeste, je reviens là-dessus, c'est le mode de gestion de l'équipe repose sur la confiance. Donc là c'est un enjeu très important pour nous, parce qu'évidemment, les agents publics qui sont intrapreneurs, vous imaginez bien que, on parlait de bureaucratie tout à l'heure ou de couches administratives, bah, c'est des gens qui sont sur le terrain, du coup, ils ont au-dessus d'eux parfois jusqu'à 10 échelons qui les éloignent du coup, de leur directeur d'administration centrale, de leur ministre ou des personnes qui globalement prennent des décisions. Bah, ça, globalement, ça ne motive pas, vous l'imaginez, au quotidien. On peut être très vite écrasé par la bureaucratie et ne plus avoir de marge de manœuvre. Bah, la promesse un peu de Betagouv, quand on s'adresse à ces agents publics et qu'on leur propose de devenir intrapreneurs, c'est une promesse aussi un petit peu d'émancipation, c'est-à-dire de retrouver une marge de manœuvre et d'être responsable d'une équipe, d'un produit et de prendre soi-même les décisions. Et ça, encore une fois, ça a un côté, je vous l'assure, assez radical dans notre environnement. On propose finalement de redonner à ceux qui sont sur le terrain les moyens de faire. On ne va pas leur demander de reporting, de statistiques. On va simplement leur demander, alors je ne disais pas de statistiques, c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, on leur demande quand même leur page statistique, mais simplement leur impact. Et finalement, on s'en fiche de savoir s'ils vont développer une appli mobile, une API, un flux de données, un service ou un autre. Ce qui nous intéressera, c'est de regarder ce qu'il en ressort et l'impact qu'ils ont sur la politique publique qu'ils entendaient mener. Et évidemment, ça demande un arrachement culturel. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des coachs dans la communauté Betagouv, ils sont très nombreux. Et puis, leur rôle, ça va être du coup d'aider ces agents publics à prendre une autre posture, à sortir des séquences de comitologie ou de mode projet où on se dit qu'on va faire quelque chose et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre réunion, où on dépend d'un certain nombre d'interlocuteurs et de leur validation pour pouvoir prendre une action. Bah non, vous êtes intrapreneur, vous avez besoin de recruter vos premiers utilisateurs. Bah voilà, si vous avez besoin de Mailjet ou d'un serveur de mail, bah, c'est vous qui allez vous inscrire. Si vous avez besoin d'un premier développeur, vous allez le recruter, etc. etc. Et finalement, ça pourrait être peut-être ma conclusion sur cette première partie, si vous voulez, avant de prendre les questions. Ce mode de gestion de l'équipe sur la confiance, je pense qu'au-delà de l'agilité informatique qu'on peut proposer dans un milieu qui n'est pas trop, c'est peut-être ce qu'il y a de plus révolutionnaire. Et moi, c'est en tout cas ce qui donne le plus de sens à mon travail,
c'est d'aider justement et d'accompagner un certain nombre d'agents publics à retrouver une marge de manœuvre et une capacité à faire réellement. Et d'ailleurs, on a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont tellement pris goût à ça, qui sont devenus ensuite product managers, responsables de produits, qui sont passés d'une startup à l'autre et qui maintenant en ont fait leur vie. Voilà, c'était, j'espère, une manière un petit peu de vous raconter qui on était et ce qu'on faisait et comment on le faisait. Et voilà, si vous avez des questions, je suis évidemment à dispo pour y répondre. Et il y a pas mal de questions, justement. Alors moi, je ne Euh, vois pas le ouais, Twitch, hein, donc. bah justement, bah, je vais te les poser. Il y a Hostile17 qui te pose la question. Est-ce que vous travaillez en agile avec un rôle de product owner, de scrum master ou coach et puis développeur ou pas du tout? Alors si l'agilité, j'ai l'impression que c'est. Alors je l'ai découverte moi il y a peu de temps. Avant, je travaillais chez Google, mais j'avais jamais entendu le mot agile. J'imagine qu'on l'était. C'est comme Monsieur Jourdain, on faisait de la prose sans le dire. Donc oui, la réponse courte, c'est que oui, on travaille en agile. Pour toutes les raisons que je vous ai dites, pas de cahier des charges, on met en ligne très vite, on pivote en amélioration continue, et puis les équipes grandissent petit à petit. En revanche, on s'attache pas tellement à ce que j'appelle un peu la littérature agile. C'est-à-dire qu'on va pas trop s'enfermer dans des concepts de Scrum Master, etc. Aussi parce qu'on a besoin quand même d'avoir un discours simple vis-à-vis de l'administration et des équipes. Donc on a un intrapreneur qui va être le responsable de produit qu'on va former pour jouer ce rôle. On va avoir des développeurs, on va avoir des designers et on va avoir la figure du coach, mais qui est pas vraiment ce qu'on peut appeler un coach agile, au sens où il ne va pas juste s'assurer que les rituels se font dans le bon sens et qu'on fait des sprints. C'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est presque un mentor. C'est quelqu'un qui va dire à l'agent public, bon, bah, maintenant arrête de demander la permission, ou qui va lui dire, t'es sûr qu'il faut que tu fasses une appli mobile, personne ne va la télécharger, est-ce que tu as plutôt pensé à ça, etc., etc. Donc il va l'arracher un petit peu de ses réflexes et lui permettre d'adopter une posture startup d'État. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, complètement. Et moi, là, c'est une question de moi-même. Comment est-ce que tu es arrivé finalement de Google à BetaGouv, qui sont deux milieux complètement différents, du privé au public et avec tout ce qu'il en suit? Bah, pas si différent que ça, bizarrement, parce que c'est dans mon job chez Google que j'ai eu connaissance de BetaGouv. En Ok. fait, je travaillais, alors j'ai fait plein de boulots différents chez Google, j'ai vendu de la pub et du coup été dans les équipes commerciales. Et mon dernier boulot, c'était dans les équipes produits, du coup d'acheter des licences et des données qui permettaient aux product managers de faire tourner Google Search, Google Maps. Ok. Et notamment, du coup, je travaillais sur l'appli Google Maps en Europe et on devait trouver les données de transport pour les afficher dans les itinéraires Maps. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvé dans une boucle avec quelqu'un qui, en fait, je m'en suis rendu compte après, mais était chez Betagouv et qui avait proposé un super truc qui s'appelait transport.data.gouv.fr, Ok. qui est un registre open data en fait de tous les flux de transport des collectivités locales. Et donc pour Google, c'était génial parce que ça permettait de sortir de discussions bilatérales avec la ville de Lyon, la ville de Paris, et d'avoir un point pour se raccrocher aux données et du coup les rendre disponibles à un maximum de gens qui voulaient connaître l'horaire du bus à Trifouiller-les-Oies. Et moi, à l'époque, je me suis dit, mais c'est hyper bizarre. Il y a cette personne dans la boucle, elle a un mail en gouv.fr et en même temps, elle répond très vite. Ils n'ont pas de préjugés contre Google. Ils ont juste envie d'avoir de l'impact. Je ne savais pas que ça existait, mais bon, j'avais laissé passer le truc. Et puis après, en fait, en lisant la presse, j'avais lu un article, je crois que c'était dans Le Monde. Il y a une journaliste qui avait été en immersion chez Betagouv et qu'on avait fait un article dithyrambique en disant, attendez, il se passe un truc dans l'État, en fait, c'est génial, ils font des super trucs. Et donc, tout de suite, j'ai fait le lien et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, bah voilà, j'ai rapidement démissionné et essayé de rencontrer à l'époque Pierre Pédiardi qui a cofondé Betagouv il y a 5 ans. Justement, il y a Rem Duf qui te pose une autre question qui dit qui dit administration ne dit pas forcément rentabilité ou efficacité économique. Alors, comment est-ce que vous priorisez vos chantiers? Ah, c'est meilleure question du monde. C'est le sujet de la mesure d'impact. Comment on mesure son impact quand on n'a pas de chiffre d'affaires? Bah, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de recette magique, en fait. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question. En fait, nous, dans l'État, dans l'administration, on a souvent envie de mesurer des indicateurs de moyens, parce que ça, c'est binaire. C'est-à-dire, par exemple, vous lancez un logiciel ou un produit chez Pôle emploi et vous avez envie de savoir combien de conseillers Pôle emploi utilisent votre logiciel une fois par jour. Ça, c'est un truc, on peut récupérer l'info facilement, ça vous fait des tableaux de bord, des voyants vert, orange, rouge, et puis vous êtes content, vous savez si ça marche ou pas. Mais sauf que ça, chez Betagouv, on se dit, putain, ça suffit pas, parce qu'en fait, ça dit rien
de la valeur de ce logiciel. Peut-être que les conseillers ils sont en train de pleurer devant leur truc, quoi. Et ils sont juste obligés de l'utiliser. Donc, la direction générale a un bouton vert, alors qu'en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui pleurent sur le terrain. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ces indicateurs de moyens. Du coup, nous, ce qu'on essaie de faire avec les équipes, les startups d'État, c'est de parler d'impact. Et l'impact, en fait, c'est hyper paralysant parce que c'est toujours imparfait. Et donc, le premier truc, moi, par exemple, on peut reprendre la situation d'Eva, là, la startup qui travaille sur l'illettrisme. Du coup, leur impact, c'est pas combien de personnes ont passé Eva, parce que s'ils ont juste fait perdre 20 minutes à des personnes pour jouer à des jeux vidéo, on s'en fiche. Leur impact, c'est est-ce qu'ils ont changé la vie de ces personnes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont augmenté leur chance d'avoir un boulot parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient un problème d'illettrisme et du coup, elles ont fait une formation illettrisme. C'est ça, en fait. Et du coup, tout de suite, quand on discute de ça avec l'équipe, on se dit oh, mais mince, en fait, on voit pas nous ce qui se passe après. On sait pas exactement le pourcentage de personnes pour qui la vie a été changée, etc. Et donc moi, la réponse que j'ai toujours, c'est en fait, le parfait, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu as zéro info. Déjà, commence à appeler certains de tes utilisateurs, demande-leur où ils en sont 30 jours après avoir utilisé Eva, et là, tu vas avoir des signaux. Et puis au début, tu vas faire un typeform ou un petit questionnaire en ligne, tu vas récupérer quelques milliers de réponses. Ce sera peut-être pas représentatif, mais ce sera déjà un premier indicateur. Et puis à mesure que le produit se développe, et qu'on a plus de moyens, qu'on a accès aussi à de la data science, et on va commencer un petit peu à structurer la mesure d'impact et à faire des échantillons représentatifs. Et notamment, ce que font les startups d'État les plus avancées dans le domaine, c'est qu'elles font de l'A/B testing à grande échelle avec des cohortes. Donc, on a des groupes contrôle et des groupes tests. Donc, je vous parlais de la bonne boîte tout à l'heure, qui travaille sur le sujet de l'emploi et orienter les candidatures spontanées. En fait, on a fait une étude où, dans certaines régions, on avait coupé l'accès à la bonne boîte, dans d'autres, on l'avait laissé allumé, et on a regardé le comportement des demandeurs d'emploi qui cherchaient un emploi par candidature spontanée, et on a été capable, de manière là beaucoup plus fiable et scientifique, de mesurer un delta, un écart, et du coup, cet écart, c'est devenu notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la bonne boîte, ça coûte, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais ça coûte 300 000 euros par an. Si c'est capable de créer 1000 emplois, tu es déjà rentable, en fait. Puisque le coût d'un emploi est monstrueux en termes de dépenses publiques et de coûts évités en assurance chômage. Donc voilà, on essaie d'avoir ce raisonnement, mais la réponse courte, c'est que c'est pas facile. Mais que ce qui est important, c'est vraiment tous les matins, quand je suis dans une startup d'État, quand je suis entrepreneur, c'est de me poser la question de mon impact. Est-ce que là, si je fais cette réunion, si je passe cet appel à un partenaire, si je briefe mon développeur sur cette fonctionnalité, est-ce que quand même dans ma tête, j'ai l'impression que ça a bougé mon indicateur d'impact? Si la réponse est non ou si j'hésite, c'est sans doute que je dois faire autre chose. Voilà. Réponse très claire, je pense. Tu me dis, Rem, justement, dans le chat, si c'est bon pour toi. Il y a Bambi qui te pose une question. Les équipes sont toutes internes et agents publics, donc. Alors non, puisque ça on pourrait. Si vous voyez toujours mon Ouais, onglet on ou voit pas? toujours ton écran. Ok. Alors si vous allez sur l'onglet communauté, donc je parlais des 400 personnes qui composent la communauté. En fait, ceux qui sont, je dirais, internes au sens d'un statut agent public ou apparenté, c'est ceux que vous voyez en orange ici, et c'est nos intrapreneurs. Donc le responsable de produit, à quelques exceptions près, il est souvent agent public. Parce qu'encore une fois, la promesse de Betagouv, c'est pas juste de faire des applis et des sites qui marchent mieux que ce que fait l'État normalement, c'est aussi de transformer la culture de l'administration. Donc pour la transformer, je vous le disais tout à l'heure, on se repose sur les personnes de terrain qui travaillent dans l'administration. Mais finalement, ces gens-là, ils ne représentent pas la majorité de la communauté parce que le reste, c'est beaucoup de freelance. Et du coup, on a un marché public, donc de développement et de coaching, et on travaille avec des indépendants par l'intermédiaire de ce marché public. Ok, très très clair. Il y a Hostile qui te pose une question un peu plus terre à terre, je pense. C'est quand on dit startup, ok, mais où sont stockées les données? Est-ce que c'est un serveur du gouvernement ou est-ce que c'est chez la startup finalement? Comment ça se passe au Il y niveau a des pas données? alors, c'est super question aussi, ça me permet de dire plusieurs choses que j'ai pas encore dites. Bon, j'ai parlé un petit peu de l'autonomie des équipes produits. C'est une valeur qui est hyper forte pour nous. L'autonomie, ça va assez loin. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas là à dire à une startup qui se lance, alors on va t'obliger à utiliser OVH ou Clever Cloud, etc. Non. En fait, on recrute des talents, souvent des développeurs de très grande qualité, et souvent, ils sont plus à l'aise avec un outil. Et notre message, c'est celui de l'impact. Donc, on veut pas mettre ces questions-là comme des obstacles à l'impact de l'équipe. Donc les équipes sont autonomes. Une fois qu'on a dit ça, on a évidemment des exigences de mise en conformité sur les sujets RGPD et sécurité. L'État, comme les autres, est tenu par évidemment des exigences, et peut-être plus que les autres, doit être exemplaire. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de concilier cette notion d'agilité avec les sujets de mise en conformité, sécurité, RGPD. Donc il n'y a pas de réponse courte là, pour le coup, puisque, à ma connaissance, alors je ne dirais pas qu'il y a autant de startups que de solutions d'hébergement, mais il y en a beaucoup quand même. Alors, on a des recommandations. On préfère évidemment se tourner vers des hébergements en France.
même si c'est pas forcément l'obligation rendue obligatoire par la loi. Mais au-delà du sujet de où est l'hébergeur, ce qui va être intéressant, c'est surtout que l'équipe, dans son travail quotidien, pense consentement, pense données. Là, je suis en train de collecter des données. Ah oui, j'en avais pas conscience. Qu'est-ce que j'en fais? Si demain on me demande de les effacer, est-ce que je suis capable de le faire? En fait, c'est surtout ça qui a de la valeur. Si vous voulez, le RGPD, moi j'avais travaillé dessus quand j'étais chez Google. On peut le voir comme une checklist un peu bureaucratique en disant est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai mis la case consentement, etc. C'est pas très important. Enfin, c'est important, mais c'est pas très intéressant. Et souvent d'ailleurs, on le sous-traite à des sociétés externes et on a passé à côté de l'essentiel qui est le fond. Et est-ce que on a diffusé cette culture et ce point d'attention de la donnée dans l'équipe elle-même? Est-ce que le développeur, quand il m'envoie un fichier, il a conscience de ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ça représente un risque ou pas? Est-ce que ce risque, il est connu et il est assumé? Enfin, et nous, ce qu'on essaie de faire, et on a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Julien Dauphin, qui est coach un peu technique, et il fait des super ateliers risques, en fait, avec les startups à des moments clés. Et en fait, on se pose que ces questions. On se dit, bon, si on était attaqué demain, par où on pourrait l'être, qui pourraient être les attaquants, etc. Et moi, ce que j'ai retenu, qui ne connaissait rien au sujet de sécurité, c'est que finalement, les solutions, elles sont intéressantes, mais ce qui a le plus de valeur, c'est de se poser la question et de se la reposer régulièrement. C'est parfait. Il y a. Tac. Voilà, c'est bon. Alors, Napoina qui te pose encore une question. Donc, ok, pas de cahier de charge, mais en termes de budget, de coût, comment ça se gère? Sur quel KPI, quels engagements on définit le budget et on rend des comptes? Les financements sont-ils uniquement publics? Alors, je commence par la réponse la plus facile. Oui, les financements sont uniquement publics. Et là, encore une fois, c'est pour ça que le terme de startup d'État, il est un peu trompeur, parce que du coup, on s'imagine, on pense GovTech, non, enfin, pour être simple, en fait, il n'y a aucune entité juridique, c'est juste des petites équipes D'accord. qui travaillent dans l'administration et qui développent des services numériques. L'argent, il est toujours public. Euh, En tout cas, pendant que le produit est en train de se construire. Après, on peut trouver des modèles économiques plus tard. Je pourrais vous en parler plus. Enfin, je pourrais vous donner un exemple si ça vous intéresse. Mais la réponse courte, c'est que l'argent est public. Après, tu posais la question de comment se définit le budget. Alors, en phase d'investigation, ça coûte pas très cher, puisqu'en fait, on a un intrapreneur qui est un agent public qu'on va coacher. Donc là, il y a le coût éventuellement du coaching si le coach est indépendant, mais ça coûte pas très cher. Et pendant 2 mois, finalement, on va simplement se poser, vraiment valider le problème et valider justement que ça vaut le coup de mettre de l'argent public. Après, on rentre dans la phase de construction. La phase de construction, c'est, en gros, si je la résume, c'est, je dis à l'entrepreneur, tu as 6 mois pour avoir un produit en ligne et une première mesure d'impact. C'est très caricatural parce qu'on pourrait se dire ça dépend des politiques publiques, mais en fait, si on n'a pas cette simplicité, on se rend compte qu'on perd un petit peu l'esprit. Donc on dit, voilà, on a cette barre qui a été fixée il y a très longtemps, qui est à 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut que tu aies des utilisateurs. Ça te permet de ne pas être dans des tunnels de production en te disant, là, ça marche pas, mais si tu me laisses un an de plus, je te mets en prod un truc génial, etc. Non, au bout de 6 mois, tu as un service et tu as des utilisateurs et tu nous parles d'impact. Et pour ça, on dit qu'il faut généralement entre 200 et 300 000 euros pour avoir un produit qui peut être en ligne et des utilisateurs. Et après, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de ces 6 mois, on refait un comité d'investissement, on regarde les premiers résultats, et là, on décide ou pas le passage en accélération. Donc, soit on arrête, soit on continue et on accélère. Et là, on accélère, là, il y a moins de règles, c'est-à-dire que ça dépend vraiment. Si vous voulez, il y a des startups d'État qui résolvent des petits problèmes, et du coup, évidemment, si elle coûte 10 millions d'euros, il y a un problème, puisque c'est pas. Donc, il faut toujours qu'il y ait une corrélation entre l'impact et le coût. Donc, je reprends l'exemple, la bonne boîte. S'il s'avère qu'elle crée des emplois en France, ça c'est inestimable. Donc on sera prêt à mettre des millions d'euros dessus. Là où une startup qui va simplement dématérialiser une procédure et économiser, ce qui est déjà énorme, quelques heures et quelques souffrances à des milliers de Français, là on va avoir un budget évidemment un petit peu moins grand. Et à chaque fois, c'est l'équipe et l'intrapreneur qui va proposer le budget. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, c'est que c'est jamais le commanditaire qui dit tu as 500 000 euros pour aller. Non, il va dire voilà, moi, je veux avoir cet impact. Je pense qu'il faut que pour avoir cet impact, il faut que j'ai 4 devs, un designer, etc. Et ça va me coûter tant. Est-ce que vous me suivez ou pas? Bah écoute, top. Il y a Hostal aussi qui te repose encore une question. Du coup, quand on dit startup d'État, est-ce que ça appartient à l'État ou est-ce que ce sont des parts partagées? Alors, du coup, j'ai commencé à répondre tout à l'heure, il n'y a pas d'existence juridique. Donc, la notion d'appartenance, enfin, elle est pas forcément pertinente, même si je comprends bien que le nom startup d'État, il prête à confusion. En revanche, derrière se pose la question peut-être de la propriété intellectuelle du code, par Ouais, exemple. Ça me permet de dire que toutes les startups d'État sont normalement en open source. ok. Donc le code est libre et on croit beaucoup, en fait, on aime penser qu'on est un peu, qu'on est des contributeurs aussi à la communauté de l'open source. On a organisé un événement, il y a maintenant un an pile,
on a justement invité des développeurs de cette communauté à venir, enfin des gens intéressés Mhm. par les sujets de politique publique à venir coder et améliorer des produits bêta, et puis inversement, mettre à disposition des ressources qu'on avait. Donc voilà, le code est libre. On aime bien quand des lignes de code sont réutilisées par d'autres produits. Euh, Il y a plein de produits de startup d'État qui en fait ont existé sous des formes différentes et des noms différents après. L'essentiel, c'est que ça ait créé de la valeur et que ça ait créé de la valeur pour l'intérêt général. Voilà. Et du coup, vous avez des contributeurs finalement à tout ce qui est open source, ou vous en avez que très peu et vous comptez pas forcément dessus? Des contributeurs en termes En de fait, développeurs. on en a assez peu. Moi, je connaissais pas le monde du logiciel libre et de l'open source, donc je suis pas le plus calé pour en parler, mais j'avais un peu participé à cet événement qu'on avait fait l'année dernière, et mon enseignement, c'était que, en fait, c'est assez dur de susciter des contributions. C'est-à-dire que, alors déjà, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il faut pas juste mettre son code en open source, il faut l'expliquer, raconter à quelqu'un que ça intéresse, sur quoi il pourrait bosser en premier, des first tasks, etc., first issue, enfin tout ce que GitHub fait très bien. Donc déjà, faut faire ce travail, mais ça, à la limite, il y a pas mal d'équipes qui le font bien. Mais après, il y a l'enjeu de com, quoi. C'est de dire, on est là, on existe, et de trouver là-bas quelque part le designer ou le développeur qui va être ému par le sujet du handicap ou de l'insertion des personnes handicapées, et qui va vouloir passer quelques heures à venir travailler sur le code, le comprendre et résoudre un problème. Non, je dirais qu'on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas énormément de contributions. On pourrait en avoir plus, mais il faudrait passer du temps à communiquer dessus. Mais en tout cas, si ça intéresse certains qui nous écoutent, vous pourrez retrouver notamment le repository de toutes les startups sur GitHub. Et évidemment, sur le site internet aussi, vous avez les contacts des personnes pour en savoir plus. Il y a Napoina ou Napoana, désolé pour la prononciation, qui te pose une question assez longue. Donc accroche-toi. Est-ce que chaque startup a pour but de se développer de manière autonome auprès de leur cible spécifique, ou est-ce que ce sont des labos d'inno pour les services publics existants? Et dans ce cas, il y a des objectifs de scalabilité dans les solutions développées, tant dans la gestion interne que sur le fait de toucher des cibles très larges. En gros, a-t-on des contraintes importantes qui rendent très complexes les missions? Alors, euh, si on veut réussir ça, enfin moi, ce que je trouve génial, et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, que c'est pas moi qui ai inventé Betagouv, hein, donc je suis assez modeste. Mais moi, ce que j'ai trouvé hallucinant quand j'ai rejoint ça et je venais de Google, c'est que ça marche en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu parler de programmes d'entrepreneuriat dans le privé. J'avais vu des initiatives de là, chez Google, on en avait, où on passait des journées à faire des post-it et on se disait qu'on était agile, et puis après on repartait dans nos vies normales, et puis en fait on fabriquait rien. Et puis je trouvais que ça avait un côté presque triste, en tout cas frustrant. Moi, ce qui m'a halluciné quand je suis arrivé chez Betagouv, c'est qu'en fait, c'est des gens qui font. En fait, on passe pas des journées à faire des brainstorms avec des post-it colorés. En fait, on fait des trucs. J'ai jamais travaillé avec autant de développeurs. J'ai été obligé d'apprendre à utiliser GitHub et à faire des pull requests, alors que j'ai une formation d'école de commerce et que j'ai jamais été intéressé par le code. En fait, on est tous des faiseurs un petit peu. Il y a cette expression qui traîne un peu dans la communauté, et c'est très important pour nous. Il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas de gens qui coordonnent. En fait, on fait tous, on fabrique tous des choses. Et du coup, la question se pose, mais comment on y arrive? On y arrive, du coup, je sais pas qui, je me souviens plus du prénom de la personne qui posait la question, mais Napoina. Napolina, on y arrive en fait en étant un peu radical au début, c'est-à-dire en supprimant toutes les contraintes dont tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences à faire des compromis au début en disant, alors on va lancer une startup d'État qui va résoudre ce problème, mais en fait, ce serait bien qu'en même temps qu'elle résolve ce problème, elle prenne en compte le fait que la direction métier à la délégation de la cohésion sociale est en train de travailler sur un autre projet, et puis ce serait sympa quand même de les raccorder, etc. Bon, là c'est fini. Donc, tu peux, rendez-vous dans 2 ans, on en est toujours à discuter de comment on travaille ensemble. Non, en fait, il faut poser un cadre qui soit assez simple et radical pour être compris très vite et permettre aux gens de faire. Et donc, ce cadre, c'est le manifeste que je vous ai montré. Et il protège, très concrètement, il offre une espèce de bulle de protection à l'équipe et à l'entrepreneur qui travaille. Après, ça marche pas. J'ai l'air de dire que, enfin, ça marche pas à tous les coups, hein, et on se plante quelquefois, on se prend des revers, quelquefois, on se fait rattraper par la patrouille, par les commandes publiques, etc. Et finalement, c'est un nuancier, mais on y arrive quand même assez souvent, et c'est ça qui porte aussi beaucoup la communauté. Il y a Antoine Nicole qui te pose la question. Donc il y a 400 personnes, mais combien est-ce qu'il y a de squads? Est-ce que vous travaillez en squad? Comment est-ce que vous travaillez finalement avec des équipes? On ne travaille pas en squad. Alors, il faudrait que je comprenne ce que c'est qu'une squad, ce que j'imagine être une squad. Donc, c'est Un quand on PO, un ensemble UX/UI, des ouais, voilà, développeurs, un Scrum Master, du coup qui alors, à gère ce tout. moment-là, une squad, chez nous, ce serait du coup une startup, c'est-à-dire que c'est une Ouais. équipe produit. Chacun des noms que vous avez vus là sur le site, chaque startup d'État est elle-même une équipe produit intégrée.
généralement de 3-4 personnes, et pour celles qui ont un impact suffisamment important, qui peuvent monter à 20 personnes, 25 personnes. Je te pose les 4 dernières questions et après on va arrêter là parce qu'on va dépasser du temps. Donc il y a Rimbil qui te pose la question. Est-ce qu'un changement de politique, par exemple une nouvelle administration, peut influencer votre roadmap? Super question. Oui. La réponse est oui, c'est-à-dire que le temps du produit, malheureusement, il est parfois différent du temps politique, avec des remaniements, des changements de politique. Et puis on le voit quand vous vous prenez un confinement sur la figure. Évidemment, les priorités du ministère du Travail, c'est pas forcément de continuer à lancer le service numérique qui était le vôtre. Euh, Là encore, en fait, il ne faut pas que ça se fasse au sacrifice des usagers et du produit. Et ça, je pense qu'on arrive bien à le faire, notamment enfin, en tout cas, on essaie de le faire dans le mode de partenariat qu'on a avec les administrations. C'est-à-dire qu'on leur propose ce manifeste, on signe avec eux des conventions où ils s'engagent à le respecter, et on leur donne rendez-vous tous les 6 mois lors de comités d'investissement. En fait, ça fonctionne assez bien, et notamment le fait qu'on ne leur demande pas systématiquement d'être dans une posture de contrôle au quotidien, ou qu'on ne leur prenne pas des ressources pour s'occuper de ce projet. Du coup, ça leur permet de faire autre chose, et notamment d'ajuster. Ils sont finalement, ça met l'administration et l'État en position d'investisseur. Et donc ça se combine assez bien avec les changements de cabinet et de politique publique. Après, euh, il, il faut aussi essayer de se positionner sur des problèmes assez importants pour qu'ils durent. Si vous voulez, moi, je travaille sur les sujets d'emploi et d'insertion. Malheureusement, on peut parier un paquet que ce sera toujours un problème, le chômage, dans quelques années. Donc Ouais. voilà, il faut être sûr aussi de s'attaquer à des vrais sujets, quoi. Julien qui te pose une question plus personnelle par rapport à toi Arnaud. Google, Betagouv, quid de la suite, ton prochain challenge? Entreprendre, t'engager en politique ou alors venir chez Weevoo peut-être? C'est Euh, moi le Weevoo, hein, j'ai rajouté. Désolé Mon Julien. rêve, du coup, c'est le cheval de Troie, là. Je me suis dit, le webinaire, après, ils vont peut-être me proposer de les rejoindre, etc. Tu Là, veux prendre j'étais en ma train place? de me Non mais dire, d'accord, c'est bon, j'ai compris Arnaud, tu veux j'étais en devenir... train de regarder mon salaire d'agent public. Je me disais, ah, tiens, je pourrais peut-être retrouver le salaire que j'avais chez Google, et ça. Non, alors, en fait, c'est réponse un peu frustrante, mais vraie, enfin, sincère en tout cas, c'est que j'ai pas de plan de carrière. Je savais pas que j'allais quitter Google 3 mois avant que je démissionne. Et pour l'instant, je m'éclate dans ce que je fais, au sens où je suis vraiment tous les jours hyper étonné et admiratif des gens avec qui je travaille, et qui sont très nombreux. Donc c'est sympa, on s'ennuie pas. Il y a 400 personnes, il y a plein de sujets, politique publique. Je découvre l'administration que je connaissais pas il y a 2 ans. Donc je m'ennuie pas, j'apprends des trucs tous les jours, et je développe des compétences. Du coup, j'ai envie de rester. Et après, j'imagine qu'à un moment, on s'ennuie, ou en tout cas, on a l'impression qu'il faut faire autre chose, et on se pose ces questions, mais c'est pas encore arrivé. Donc je sais pas. Il y a Hostile qui te pose une question et Julien qui répond en même temps politique du coup pour tes prochaines expériences. Hostile qui te pose donc les apps développées par l'État, pourquoi est-ce elles n'appliquent-elles pas le manifeste que tu nous as présenté, cette façon agile de produire, et d'ailleurs pourquoi ne pas appliquer cet état d'esprit et de façon de faire au sein de tous les ministres sur du livrable au projet qui n'est pas forcément numérique? Comment adapter en Ah, fait tout super. ça, tout ce que vous faites là dans votre Ouais. écosystème finalement, comment le propager finalement au sein du gouvernement Là, pour le entier? coup, c'est comme dans le privé, il faut des bizdev pour ça. Nous, on propose un manifeste, une méthode. Donc là, déjà, on a une petite centaine d'équipes, donc on est content. Mais en fait, on se pose la question tous les jours de comment on diffuse mieux. L'État, on parle de l'État, de l'administration, mais en réalité, ou plutôt la réalité derrière, c'est des milliers d'interlocuteurs à différents échelons dans les collectivités locales, les départements, les agglomérations, les régions, les ministères, les administrations centrales, les délégations interministérielles. Donc vous avez un peu comme une start-up privée, vous avez des milliers de gens à adresser et à convaincre. Donc c'est notre boulot, et c'est pour ça aussi qu'on prend la parole quelquefois sur les réseaux sociaux et sur ce genre d'événements, c'est pour qu'on nous connaisse mieux. Donc oui, moi aussi, comme toi, je rêve que tout le monde applique la méthode, mais il faudrait sans doute que je sois un peu plus doué en BizDev, ou qu'on soit plus nombreux pour diffuser. Mais ça se passe bien, hein, on a un bon rythme de croissance, et puis j'ai l'impression que même ça commence à être connu un petit peu, la marque Betagouv, Startup d'État, etc. On est de plus en plus sollicité, on pense à nous, et donc c'est sympa. Et après, sur ton autre question qui était est-ce qu'on pourrait appliquer cette méthode à des choses non numériques? Alors, à fond. J'ai essayé de le faire une fois. Je pourrais pas malheureusement donner l'exemple, parce que ça me mettrait un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration avec Il qui on faut pas. travaille, on a travaillé, mais j'ai voulu proposer voilà, de faire ça, de résoudre un problème, et on s'est rendu compte que le numérique n'était pas la solution, mais on aurait pu continuer à adopter cette méthode, du coup centrée usager, mesure de l'impact, etc. Et malheureusement, ça a échoué, mais je pense qu'on y arrivera
Et en tout cas, en fait, il n'y a pas non plus le monde du numérique et ce qui est à côté. Ce dont on se rend compte, c'est que comme en utilisant cette méthode pour faire du numérique, on change déjà le travail du terrain. Je vous donne juste un exemple, c'est la plateforme de l'inclusion. Si vous tapez ça sur Google, vous tomberez dessus direct. L'enjeu, c'est de proposer aux personnes très éloignées de l'emploi, qui ne pourraient pas être recrutées demain par une boîte normale, d'être recrutées par des entreprises d'insertion. Elles sont plusieurs milliers en France, mais c'est compliqué de savoir où elles sont, quelles sont les opportunités. Du coup, le ministère du Travail a financé cette plateforme de l'inclusion qui permet d'orienter facilement des candidats vers l'insertion. Eh ben, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un outil juste de matching ou de trucs, mais en fait, vous changez la réalité. C'est-à-dire que les conseillers Pôle emploi qui auparavant envoyaient ces personnes-là toujours vers les 2-3 entreprises qu'ils connaissaient, qu'ils avaient notées sur un bout de papier à côté, bah, grâce au numérique et à cette plateforme, en fait, ils découvrent des nouvelles opportunités et ils permettent à des gens qui étaient sur des files d'attente dans certaines entreprises d'insertion de s'orienter vers d'autres offreurs d'emploi et du coup de ne pas attendre des mois avant d'être recrutés. Donc, si vous faites bien votre boulot sur le numérique, normalement, vous changez le réel et vous changez les pratiques. Vous êtes obligé aussi dans la manière dont on travaille, on fait des open labs, des journées de co-création. Et là, on invite, il n'y a même pas d'invitation, en fait. On dit à tous les usagers, venez, que vous soyez professionnels, citoyens, demandeurs d'emploi, machin, venez tous. Et là, déjà, vous avez changé la manière dont ils bossaient, parce que ces gens-là ne se parlaient pas. Donc déjà, en proposant ces journées de co-création du produit, vous avez déjà changé la manière dont, et les pratiques qui n'ont rien de numérique. Et merci pour cette réponse parce que je pense que ça ouvre pas mal de possibilités même en dehors, même dans le privé. Et ça peut être intéressant de reprendre ce manifeste que vous avez fait et de le réutiliser en interne. Et il y a Monsieur Lafripouille qui te pose une dernière question et c'est une question un peu plus technique. C'est est-ce que vous avez choisi une licence ou une certification pour l'open source même si tu n'es pas expert? Et si oui, est-ce que tu sais pourquoi? Alors, je suis assez expert pour te dire que oui, on a un choix de licence préférée, enfin en tout cas une shortlist, et qu'on a fait des recommandations à la communauté et que la plupart utilisent une licence spécifique. Je ne suis pas assez expert pour te la nommer. Il y a Mais, pas de mais normalement, elle est indiquée dans le README sur GitHub, sur GitHub. du code source du produit que tu utilises. Donc, si vous si vous recherchez le repo de Betagouv sur GitHub, vous devriez avoir ces infos. Ok, bah, Et on peut, parfait. après, je pourrais vous mettre en relation aussi avec une personne dans la communauté qui est un peu le chef de file de cette open source et qui a beaucoup de points de vue sur la question que j'ai pas. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc, Monsieur Lafripouille, si tu le cherches, c'est MIT apparemment, d'après ce que je pense qu'il est allé chercher en même temps. Il y a une dernière question, je la prends et après ce sera la dernière donc de Bambi Premier. Est-ce que tu as déjà senti de la part de personnes très haut placées une réticence à Betagouv, votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement? Ah bah oui, tous les jours. Enfin, en fait, sinon j'aurais un problème. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de vous vendre le fait qu'on était un peu radicaux, qu'on proposait un truc différent. Si je vous disais que ça se passait bien tous les jours, je serais sans doute en train de vous mentir. Bah non, c'est un écart culturel énorme. Après, il ne faut pas se satisfaire toujours des rapports de force ou le fait de dire ah bah attendez, moi je suis agile, centré usager, et puis vous faites n'importe quoi, parce qu'évidemment ça fonctionne pas, et puis ça vous aide pas à avancer. Nous, notre but, c'est encore une fois, c'est pas de faire 10, 15, 20 applis, c'est de transformer, enfin de contribuer, d'essayer de changer les pratiques et la culture de l'administration. Donc si vous n'avez pas une main tendue, si vous essayez pas de faire des compromis, de comprendre comment peuvent penser des personnes qui sont dans un autre mode de réalisation de projet, bah, vous n'arrivez pas à transformer quoi que ce soit. Donc oui, il y a des réunions qui sont difficiles, mais c'est surtout pour les équipes produits et les startups. C'est-à-dire que tous les jours, leur autonomie est en danger. Tous les jours, il y a des idées de politique, de hauts fonctionnaires, etc., qui les appellent en disant non, mais attendez, vous voulez pas nous donner une feuille de route à 12 mois, là, parce que je vois pas pourquoi on mettrait 500 000 euros alors qu'il n'y a pas de feuille de route à 12 mois, etc. Et puis tous les jours, vous devez dire attendez, c'était le deal de départ. Il n'y a pas de feuille de route à 12 mois, mais il y a une page stat où vous pouvez regarder si ça marche et si ça change le monde. Donc voilà, évidemment, je caricature un peu, mais voilà, on est tout le temps dans cette explication et ce rapport. Et on apprend aussi, parce que je pense qu'on a fait plein d'erreurs au début. J'imagine on était un peu naïf, prétentieux, présomptueux, etc. Et on disait on va changer le monde, et puis on a tout compris à l'agilité. Puis maintenant, on comprend quand même qu'on n'est pas détenteur de la vérité unique, et puis qu'il y a des choses bien à apprendre ailleurs. Donc j'espère en tout cas qu'on est capable de se remettre en cause. C'est l'avantage d'être 400, c'est qu'il y a toujours des gens qui vous empêchent de tourner en rond. Après, ce que tu dis, ça ressemble aussi dans le privé, dans certaines boîtes, on a exactement les mêmes rapports de force finalement, et on arrive avec. Ah non, mais exactement. Et moi, j'avais des complexes au début. Je me disais, justement, on n'a pas de chiffre d'affaires, la mesure d'impact, on doit être nul. Et puis, en fait, je regardais mes potes qui bossaient dans des startups, qui avaient levé des fonds. En fait, il y avait zéro mesure d'impact. Ils étaient juste en train de cramer l'argent
l'argent des investisseurs, à faire de l'acquisition et à regarder des utilisateurs. Le truc n'était pas du tout sain, mais personne ne se posait la question. Et de la même manière, mes amis qui travaillent dans des grands groupes du CAC 40, etc., ils sont complètement enfermés dans des bureaucraties. Et du coup, ça, personnellement, ça m'a vachement décomplexé. C'est-à-dire que je pense en effet qu'un certain nombre de choses dont je vous ai parlé aujourd'hui se rencontrent au quotidien dans toutes les organisations humaines et que ce qui se dit là n'est pas uniquement un sujet État ou public. Non, complètement. Et je vais faire désolé, une petite exception parce que je crois que c'est notre CEO de chez Wevu qui te pose une question. C'est comment est-ce que tu vois l'administration dans Alors, 10 ans? non, mais là, du coup, c'est l'occasion de dire que vous n'êtes pas bon chez Wevu, parce que là, ça, typiquement, Terrible. dans la communauté Betagouv, on n'invoquerait pas l'autorité du CEO pour changer une règle ou un C'est rituel qui a c'est- été décidé par la communauté. Donc c'est là, déjà, t'es en ligne rouge. terrible. Jamais, C'est ma faute, désolé. Bon, bah, je coupe le live. jamais on Désolé, fait Thibaut, ça. tu n'auras pas ta réponse. Non, en plus c'est une question plutôt intéressante, mais c'est comment est-ce que tu vois le futur finalement des outils d'administration dans 10 ans? Tous les outils à Euh, mise à disposition que c'est un vous peu avez. dur, en dernière question à une minute. Ça dépend ce qu'on entend comme par outil. En fait, je sais pas trop de quoi on parle. Moi, Oh, c'est- j'aime bien. Bon, le problème, c'est qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a une idée qui était à la mode il y a quelques temps, c'était l'État plateforme, dont on entend un peu moins parler, mais qui revient aussi. C'est l'idée que avec la libération des jeux de données, l'open data, avec les API, etc., l'État peut créer de la valeur pour tout un écosystème et du coup jouer de la multitude et de la valeur créée par la communauté. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a un truc qui marche bien, qui a commencé un petit peu dans la famille Beta et qui est pas loin à la Dinum, qui est France Connect, dont ouais. je suis assez fier. Moi, j'aime bien dire que voilà, c'est la Dinum qui a créé France Connect. En termes d'impact, je ne sais pas combien ils ont de dizaines de millions de connexions par jour, de gens qui ont oublié leur mot de passe Amélie et qui peuvent aller dessus. Donc moi, j'aimerais bien que ça ressemble à ça, c'est-à-dire euh, que enfin, je suis en train de me dire, il faut pas que je finisse sur un truc qui est trop stupide et en même temps, je vois pas comment Oh non, finir. mais Non, il faudrait que, enfin, en fait, il faudrait qu'on soit même plus en train de parler d'outils et qu'on soit capable de dire à chaque fois qu'on met du numérique quelque part, si ça rend vraiment service aux gens. Et moi, enfin, c'est bizarre à dire, mais je lisais le bouquin dont je serais incapable de citer le nom, donc ce sera pas très utile, mais de quelqu'un qui était très critique sur la numérisation de tous les services. Et je pense que c'est important de penser aussi un peu contre nous. Je pense qu'on est tout le temps à se dire chez Betagouv, ah tiens, on a identifié un irritant, on va dématérialiser, faire un service numérique et puis on va résoudre cet irritant. Ouais, mais quand tu fais ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres poches de valeur, d'autres gisements de valeur que tu as détruits? tu détruis. Si demain on vote en ligne, bon, c'est super, on aura peut-être eu un impact qui est énorme, hein. Si on arrive à réduire l'abstention en permettant le vote en ligne, c'est génial. Mais si tu fais ça, qu'est-ce que tu as retiré du vote en tant que il réunit 50 personnes qui ne se connaissaient pas dans un bureau de vote pour faire le dépouillement et créer un lien social, etc. Voilà, je ne dis pas que l'un l'emportera sur l'autre, mais moi j'aimerais bien que l'État et les administrations, et puis que tout le monde si possible, à chaque fois qu'on se pose la question du numérique, prennent un moment pour respirer, poser le crayon et se dire, OK, quel impact, quelle est la finalité que j'attends de cet outil et quel est le paysage aujourd'hui des liens sociaux, de la valeur créée et en quoi il va être impacté et que je puisse faire en conscience un choix ou pas de numériser. Ouais. Je suis désolé, ça c'est pas forcément très clair, mais Mais c'est parfait. Et merci infiniment encore Arnaud pour cette réponse et pour toutes les réponses que tu as pu apporter. Et bah, avoir mis un peu en lumière Betagouv parce que je pense que c'était pas connu d'après le chat quand j'ai posé la question au tout début. Merci infiniment Arnaud. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire d'octobre. On se retrouve du coup en novembre, bah, justement, bah, déjà la semaine prochaine avec l'after produit sur Twitch toujours. Merci encore Arnaud pour tout. Et merci Marcel et merci à tous ceux qui ont posé des questions. tout le monde t'a trouvé super intéressant. Donc, bah, parfait. Bah, merci encore. Passez une excellente journée et je vous dis au revoir à tous.